Jérôme Lanche, il est français. Historien de formation, il est responsable d'une agence d'architecture et de paysage. Il a enseigné pendant plusieurs années à l'Université nationale centrale de Taoyuan. Il vit à Taïwan depuis 2005. Alors évidemment, à Taïwan, il y a ce qu'on appelle l'architecture Minnan, qui est l'architecture du sud-est de la Chine, puisque c'est de là que venaient les premiers immigrants du continent, en fait. Donc ils ont apporté avec eux leur culture architecturale. Mais ce qui fait la particularité du patrimoine taïwanais, c'est que c'est des années 2000 où on a commencé à reconnaître non seulement les minorités aborigènes, mais aussi à reconnaître le patrimoine qui avait été mis de côté par l'administration de Chiang Kai-shek, c'est le patrimoine japonais. Donc en fait, à Taïwan, il y a un patrimoine extrêmement varié, puisqu'on a le patrimoine aborigène. Alors c'est un patrimoine qui pour beaucoup a disparu, puisque c'était de l'architecture notamment beaucoup végétale. Mais il y a aussi beaucoup d'architecture en pierre sèche, magnifique, des systèmes architecturaux qui, sur une île si petite, sont totalement différents. Donc là le champ de l'architecture aborigène est un champ exceptionnel. Il y a l'architecture chinoise, il y a l'architecture européenne, puisque les Européens, au XVIIe siècle, ont occupé Taïwan, pas intégralement, mais ont occupé des ports, notamment Keelung, où on est en train d'excaver là, en ce moment des églises espagnoles du XVIIe siècle, ou des forts, donc une architecture plutôt militaire, une architecture plutôt de colonisation. Et ensuite, il y a eu l'architecture donc chinoise, du Fujian, donc du sud-est de la Chine, où là c'est les temples, les maisons traditionnelles, Sanruen, Seruen, et puis ensuite il y a l'architecture japonaise, il y a tout le système d'architecture japonaise avec la colonisation à partir de la fin du 19e siècle, sur 50 ans, et c'est beaucoup d'architecture publique, puisque c'était une puissance coloniale, mais aussi beaucoup de maisons en architecture bois. Et aussi beaucoup d'architecture, un peu comme ici, là on est à Diroadje, dans la rue d'Irois, l'architecture hybride. Ça aussi c'est une particularité de Taïwan, comme c'est un lieu de rencontre. En fait ça se manifeste aussi dans l'architecture avec une sorte d'éclectisme, en fait, d'emprunt dans différentes cultures. Alors ça peut se manifester parfois simplement sur une forme de façadisme, mais parfois ça peut vraiment changer un système architectural qui était pourtant très identifié. Par exemple, l'architecture japonaise s'est taïwanisée de manière évidente. Et donc ça, c'est très intéressant pour l'historien de l'architecture, parce qu'ici, on travaille sur justement l'adaptation. Les discours trop systématiques sont souvent démentis par la recherche archéologique sur ce que c'est que l'architecture occidentale, l'architecture japonaise, l'architecture chinoise, l'architecture aborigène. Il y a beaucoup d'interconnexions et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de faire le travail de relever patient d'architecture, surtout venant d'une culture qui n'était pas du tout celle-ci. On est d'autant plus soigneux qu'on ne sait pas ce qu'on relève. Donc au tout départ, j'avais pas de système. Là, je devrais trouver ça, là, je devrais trouver ça. Ça n'a pas besoin de relever parce que je sais que c'est toujours fait comme ça. Non, donc comme je suis parti avec vraiment une grande ignorance, ça a été une porte d'entrée vers la culture taïwanaise fantastique, parce que j'ai découvert sur les bâtiments eux-mêmes ce dialogue entre l'ouvrier, l'architecte, le matériau, le climat. En fait, si on décortique le bâtiment, on se rend compte de toute la complexité de ce pays, en fait. Non. Pourquoi un sac de survie? Alors j'avoue, je devrais le faire. Non, je réponds vraiment, je devrais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Ce pays donne un tel sentiment de sécurité au quotidien, en fait, que j'ai pas ressenti cette espèce d'urgence de préparer un sac de survie. Ouais. J'ai pu constater, en fait, le maître ignorant de Jacques Rancière, mes étudiants pendant plusieurs années, à quel point les leçons du maître ignorant résonnaient ici d'une manière particulièrement forte et qui me donne une confiance indémontable. En 2014,
J'étais là à Taipei et très proche des événements des manifestations étudiantes contre les traités de libre-échange avec la Chine pendant le dernier mandat du président Ma Ying-jeou. J'ai vu en fait ces étudiants, les étudiants que j'avais en classe, se mobiliser, travailler pour comprendre les problématiques, articuler en fait des questions extrêmement complexes dans une situation d'urgence absolue, avec une pression internationale qu'on n'imagine pas en France. Parce que jamais la souveraineté de la France, dans les années récentes, n'a jamais été mise en cause dans sa souveraineté. Alors que là, on avait des étudiants de 20 ans et plus jeunes, même parfois des lycéens, qui se mobilisaient et qui prenaient le temps de comprendre de quoi il était question et de se former une opinion, de discuter entre eux. Et dans les quelques semaines d'occupation de l'Assemblée législative, puis du Yuan exécutif, il faut s'imaginer ce que c'est. C'est l'équivalent, on pourrait dire, c'est Matignon. J'ai vu à l'œuvre des esprits libres et déterminés, et qui me disent que finalement, quoi qu'on en dise, la souveraineté est d'abord dans les esprits, et la liberté et la capacité de résistance, elle est aussi beaucoup dans les esprits. Avec la démocratisation, on voit aussi arriver les premières générations de Taïwanais, d'enfants, qui ont étudié l'histoire de Taïwan. Pour la génération précédente, l'histoire, c'était l'histoire de la Chine, en fait. Donc ces premières générations d'étudiants qui sont nés après 90, avec la démocratisation, eux, ils sont nés non seulement dans un pays démocratique, dans un pays souverain. Ils n'ont pas la nostalgie d'un autre pays que celui dans lequel ils sont nés. Et par ailleurs, c'est des générations qui se posant en fait des questions d'identité, ont commencé à s'intéresser à leur environnement, comme en Europe. Les questions environnementales au sens large, c'est-à-dire l'environnement naturel et l'environnement historique, patrimonial, fait que ces jeunes populations ont commencé à se mobiliser, faire des actions de protection du patrimoine, protection de la nature. Et donc, ce qui est très intéressant pour nous venant d'Europe, c'est qu'ici, les associations de patrimoine, c'est des gens de 17 à 35 ans. Défendre le patrimoine ici, c'est une problématique de jeunes. Par milliers, ses partisans scandent son nom. Tsai Ing-wen est la première femme à devenir présidente de Taïwan. Quand on me parle d'instabilité politique à Taïwan, je trouve qu'il y a une remarquable stabilité d'une démocratie extrêmement vivace, extrêmement dynamique. C'est plutôt ça qui me frappe, j'avoue. On est dans des échelles de temps très très courtes, avec des populations qui ont réussi à faire 2 fois l'alternance. C'est-à-dire on a eu donc 1996 la première élection démocratique, 2000 la première alternance, 2008 retour du Kuomintang, 2016 retour de l'opposition et les 2 mandats de Tsai Ing-wen présidente, ce qui est quand même, je pense qu'on pourrait, beaucoup de pays européens pourraient venir prendre des cours ici de ce que c'est qu'une démocratie ouverte et paritaire. Donc je ne vois pas du tout le problème de stabilité politique. Au contraire, l'accoutumance à des phénomènes potentiellement catastrophiques prépare en fait les Taïwanais tellement bien que qu'est-ce qu'on observe, et on l'a vu pendant la crise du Covid d'une manière admirable, c'est que quand se produit un événement de nature catastrophique, les gens sont disciplinés pour que les secours aillent aux personnes qui en ont besoin. Donc toute la société se discipline pour qu'on se concentre sur les gens en difficulté, en fait, ou les personnes à sauver. Donc il y a un sentiment de sécurité. Inversement, on se sent très en sécurité parce qu'on sait qu'en cas d'événements tragiques,
Je sais qu'ici, les gens sont préparés et aussi sont très sensibles quand de tels événements catastrophiques se passent à l'étranger. On l'a vu pendant la Fukushima. Taïwan a été les dons versés au Japon depuis Taïwan ont dépassé tous les autres pays du monde. Là, il y a eu le tremblement de terre en Turquie. Taïwan envoie une équipe. Donc il y a une sensibilité aussi aux catastrophes chez les autres. Et une expertise, évidemment, une expertise. Donc finalement, ça va peut-être être un peu contre-intuitif ce que j'ai à dire, mais je me sens très très en sécurité à Taïwan. Et je ne sens pas du tout l'instabilité. La candidate du Parti démocratique progressiste, parti d'opposition, n'a jamais caché son hostilité envers Pékin et son attachement à l'indépendance de l'île. Si elle joue l'apaisement en prônant le maintien du statu quo, elle reste ferme sur sa position. On n'a pas peur de la guerre parce que ça fait 70 ans qu'on nous menace en fait. C'est simplement que l'Europe, les États-Unis, les opinions publiques, je veux dire, commencent ces dernières années à beaucoup s'intéresser à Taïwan. Donc évidemment, le choc cognitif est un peu fort pour les Européens, mais je relisais là, le discours fait par Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan, en réponse en 2009, au début 2009, au discours de Xi Jinping, qui considérait que Taïwan faisait partie de la Chine et que ça n'avait pas de... Bon, c'est calme, c'est apaisé. La tension, enfin la nervosité n'est pas de notre côté. Hein. Non, clairement, surtout avec cette présidente, la nervosité n'est pas de notre côté.